Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. Les finances contre la défense, c'est Nicolas Sarkozy qui l'emporte sur Michel Alliot-Marie. Matignon confirme que les armées devront mettre 1 milliard d'euros en réserve. Les ministères de la Recherche, de la Culture et des Affaires étrangères sont épargnés en revanche par les économies. Le paradoxe de la justice, les magistrats sont de plus en plus agressés par ceux qu'ils doivent punir. En visite au palais de justice de Bobigny, Dominique de Villepin et Dominique Perben annoncent des créations de postes. Le voile, comment s'y retrouver après les enseignants? Ce sont les parents d'élèves qui estiment que la circulaire Fillon ne règle rien. Alors quelle est la nouvelle règle? Est-on revenu à la case départ? Question que nous poserons au ministre de l'Éducation lui-même. Bonsoir François Fillon et à tout à l'heure. À l'étranger, c'est bien un groupe lié à Al-Qaïda qui serait à l'origine de l'attentat perpétré hier en Arabie Saoudite. Une revendication a été publiée sur Internet. La polémique sur le guide Michelin, un ancien inspecteur licencié estime que l'attribution des fameuses étoiles n'a rien de rigoureux. Les auteurs répliquent par publicité interposée. Enfin, cette nouvelle révolution dans la biologie, des chercheurs ont obtenu la naissance d'une souris issue de 2 femelles, sans l'aide de spermatozoïdes et sans clonage. Un monde sans mâle. Explication à la fin de ce journal. Et avant de développer ces titres et à 2 mois du début de l'été, la mobilisation pour faire face à une éventuelle nouvelle canicule. Le terrible épisode du mois d'août dernier est dans tous les esprits. Météo France, la préfecture de police de Paris, le gouvernement, chacun à son niveau, annonce une série de mesures. Sophie Rodier, Muriel Lassaga. Des services d'urgence complètement saturés, des médecins débordés, un mois de chaleur caniculaire, résultat, 15 000 morts. Un drame que la France ne veut pas revivre cette année. Ce sont tout d'abord les procédures d'alerte qu'il a fallu revoir. Désormais, les épisodes de chaleur devront être clairement annoncés. Météo France s'engage à partir du 1er juin à publier des avis d'alerte sur tout le territoire. Le téléspectateur, il verra une carte comme celle-ci, mettons, avec de la vigilance orange, voire rouge, ce que je ne souhaite pas bien sûr, avec sur les départements en orange un pictogramme qui indiquera la nature du phénomène selon la légende qui est portée sur la carte. Un pictogramme qui sera dévoilé dans quelques jours. À Paris, où l'on a compté de nombreuses victimes, une permanence médicale sera assurée 24 heures sur 24 par des généralistes. Il s'agit notamment d'éviter l'encombrement aux urgences. En 2004, ils seront là autant et si possible, si en tout cas les moyens leur en sont donnés, mieux organisés, mieux informés qu'en 2003. Autre mesure, des patrouilles mixtes policiers, pompiers, secouristes se déplaceront chez les personnes âgées. Pour l'instant, ces mesures ne sont pas définitives. D'autres annonces interviendront le mois prochain. Des questions d'argent à propos des retraites. Nous l'évoquions hier, le décret instituant le plan d'épargne retraite populaire, le PERP, a été publié au journal officiel. Votre banque peut donc vous le proposer depuis ce matin. C'est ce qu'on a appelé les fonds de pension à la française. De quoi s'agit-il? Explication David Boéry, Alain Locassio. Depuis ce matin, les banques peuvent enfin proposer à leurs clients des fonds de pension à la française. Est-ce que vous avez pensé déjà à un complément de revenu éventuel quand vous prendrez votre retraite? Ce couple a passé la quarantaine. Ils gagnent à deux un peu plus de 4 500 € par mois. Dans leur cas, le tout nouveau plan d'épargne retraite populaire présente des avantages. 102,40. Leur principal intérêt, compte tenu de leur âge, 43 ans et 46 ans, ce serait de pouvoir déduire jusqu'à 5 000 € de leur revenu imposable et d'avoir un complément de revenu dès leur mise à la retraite de environ 300 € par mois. Le plan d'épargne retraite populaire, ce sont des versements réguliers, investis en obligations ou en actions. La nouveauté, c'est qu'ils sont déductibles du revenu imposable. À partir de 60 ans, le capital est reversé sous la forme d'une rente à vie. Le montant de la rente dépend du nombre d'années de cotisation. Exemple, en commençant à 32 ans, un versement de 50 € par mois donne le droit à une rente de 130 € mensuelle. À 41 ans, il faut verser 2 fois plus pour obtenir une rente similaire. Et 10 ans plus tard, même en versant 150 €, la rente est moins intéressante à seulement 89 €. Et ce nouveau produit financier est surtout intéressant pour les plus hauts revenus. Le plan épargne retraite populaire, c'est qu'il est tout sauf populaire. C'est-à-dire qu'il intéresse essentiellement des personnes qui sont fortement fiscalisées, donc qui ont des revenus élevés. Parce que plus on paye d'impôts, plus on bénéficiera d'avantages fiscaux. Avec ce nouveau plan d'épargne, les banques espèrent en tout cas récupérer au moins 1 milliard d'euros d'épargne dès cette année. Nouvelle journée de mobilisation à EDF, GDF contre le changement de statut. Journée beaucoup moins suivie que la précédente il y a 2 semaines. En revanche, de nouvelles coupures de courant ont bien eu lieu dès la nuit dernière dans plusieurs villes. Vincent Fourcade. D'accord.
Dans 3 minutes. Et 3 minutes plus tard, Bordeaux disparaît dans la nuit. Une trentaine de sites publics sont privés de courant. Nouveau coup de force d'électriciens en grève pour protester contre l'ouverture programmée du capital d'EDF-GDF. C'est une réaction des salariés qui se sentent un petit peu démunis par rapport à l'obstination du gouvernement de maintenir ce projet de loi et de ne pas ouvrir de véritables négociations. Coupure ciblée, rétablissement du courant chez les plus démunis, les agents grévistes ont multiplié les actions, notamment en direction des pouvoirs publics, comme à Cahors où au petit matin la préfecture s'est retrouvée assiégée. Le gouvernement voulant vendre le patrimoine national, en l'occurrence EDF-GDF, on lui amène le parc de véhicules pour qu'il commence à les vendre. Le projet de loi réformant le statut d'EDF-GDF doit être déposé à l'Assemblée nationale début juin pour une éventuelle adoption d'ici la fin juillet. Des ministres à la rescousse des tribunaux. Dominique de Villepin, accompagné du garde des Sceaux Dominique Perben, était à Bobigny aujourd'hui, 2e tribunal de France, et qui concentre tous les problèmes dénoncés depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années par les magistrats. Surcharge de travail, manque de moyens, locaux mal entretenus. La création en urgence d'une 50aine de postes a été annoncée. Des magistrats, mais aussi des policiers, car aussi étonnant que cela puisse paraître, les tribunaux souffrent d'une insécurité grandissante. La délinquance s'installe à l'endroit même où elle est censée être combattue. Les exemples se sont multipliés ces derniers mois. Enquête Karine Comazzi, Patrice Brugère. Tribunal d'Évry. La cour d'assises de l'Essonne vient de condamner à de lourdes peines les meurtriers d'un collégien de 14 ans. À l'issue du verdict, malgré les nombreux policiers, c'est l'affrontement. Derrière cette violence spectaculaire et médiatisée se cachent les incivilités quotidiennes dont les magistrats ne parlent jamais. Comme chaque après-midi, la vice-procureure du tribunal de Créteil entame un marathon d'une dizaine d'heures. Les comparutions immédiates, le défilé de la délinquance ordinaire, avec son lot d'imprévus. Aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas de difficulté. Et les audiences, l'audience devrait bien se passer parce que pas d'affaire très difficile. 22 heures, la procureure respire. L'audience s'est déroulée sans incident, presque exceptionnellement. C'est parfois des insultes, mais ça va plus loin quelquefois. Dernièrement, une de mes collègues a reçu un portable au visage. Ce sont des faits particulièrement inadmissibles. La magistrate regagne le parking du tribunal, situé au beau milieu de la cité. Difficile, surtout lorsqu'on vient de requérir de la prison ferme. Lorsque vous devez reprendre votre véhicule sur le parking et que vous savez qu'il n'est pas protégé et que la famille va vous attendre, ça vous est arrivé? Ça m'est déjà arrivé il y a quelques années dans un autre tribunal. Le 2 décembre dernier, un homme est interpellé après l'agression verbale d'une greffière en plein palais de justice de Paris. Un tribunal pourtant surprotégé. La chancellerie n'avance aucun chiffre, mais reconnaît depuis 3 ans une multiplication des incidents. Des bâtiments du tribunal incendiés comme à Pontoise, aux incivilités à l'égard des magistrats, c'est toute l'institution qui souffre d'un manque de respect. Vous savez, à la dernière audience de vendredi dernier, j'ai compté combien? 5 fois le téléphone a sonné. 3 fois, on a demandé d'enlever les bonnets. 1 fois, d'arrêter de consommer du café. Comment vous pouvez juger des personnes qui encourent jusqu'à 10 ou 15 ou 20 années d'emprisonnement devant vous, auxquelles vous avez infligé des peines d'emprisonnement ferme, alors que vous avez passé 20 ou 30% de votre temps, de votre énergie, à voir ce qui se passait dans la salle? Quand son client est agité, Maître Parastatis doit consacrer quelques minutes à le calmer, sans quoi l'audience peut dégénérer. On va passer dans 1 heure. On est parfois objet de violences et de menaces, par exemple aux assises, devant la cour d'assises, de la part d'un accusé. Lorsqu'il sortait du box des accusés, il m'a fait le signe qu'il me couperait la gorge quand il sortirait de prison. Cette fois, tout s'est bien terminé. Le prévenu, innocenté, a renoncé à s'en prendre à son défenseur. Avocat, magistrat, le sentiment est le même, celui d'exercer la justice sans défense. La bataille du budget maintenant. Qui doit se serrer la ceinture? Le conflit s'est durci ces dernières 24 heures. Les services de Michel Alliot-Marie ont même parlé d'un désaccord frontal avec Nicolas Sarkozy. Mais le ministère de la Défense va devoir finalement s'incliner. Il faudra faire 1 milliard d'euros d'économies. Alex Bouillagadi, Rancœur.
Le sourire est diplomatique. Au Qatar, Michel Alliot-Marie continue sa tournée. Mais en réalité, son souci se trouve à plus de 6000 km de là et s'appelle Nicolas Sarkozy. C'est cette lettre de ce même Nicolas Sarkozy envoyée mardi à Michel Alliot-Marie qui a tout déclenché. Il lui réclame la constitution d'une réserve de précaution de 1 milliard d'euros de crédit militaire. En clair, Bercy souhaite que les opérations extérieures soient désormais financées par la défense. Dès hier soir, l'entourage de la ministre parle de désaccord frontal sur cette question. Et ce matin, Michel Alliot-Marie absente, c'est son porte-parole qui est envoyé au front. Nous sommes engagés en Afrique, par exemple pour protéger nos ressortissants en Côte d'Ivoire. Nous sommes engagés en Afghanistan dans la lutte contre le terrorisme. Toutes ces menaces, malheureusement, ne vont pas disparaître, probablement, au cours de l'année. Pour tenter de calmer le jeu et faire preuve d'autorité, Jean-Pierre Raffarin y va de son communiqué. Il indique que le Premier ministre rendra, le cas échéant, les réarbitrages nécessaires. En début d'après-midi, silence radio du côté de Bercy. Seul Patrick Devedjian se risque à un commentaire. Il est tout à fait naturel que la France essaye de faire des économies sur ses dépenses. Il est tout à fait naturel aussi que chaque ministère ait le sentiment d'un certain nombre de priorités. Il existe des procédures d'arbitrage. Moins d'une heure plus tard, l'arbitrage de Matignon intervient. La défense doit bel et bien faire son milliard d'économies. De retour mardi en France, la ministre de la Défense va tenter de défendre son budget. Et Matignon qui indique aussi que 3 ministères ne seront pas touchés par ces gels, la recherche, la culture et les affaires étrangères. En bref, les suites de l'expulsion de l'imam de Vénissieux vers l'Algérie. Le tribunal de Lyon examinait aujourd'hui les recours en urgence de son avocat. Un tribunal qui devrait rendre sa décision dans la soirée ou demain matin au plus tard. Et on en vient maintenant au voile à l'école. Tout ça pour ça, c'est la tonalité générale des réactions après la circulaire d'application rendue publique par François Fillon. On en revient toujours à ce que représente un signe religieux ostensible. Merci François Fillon d'avoir choisi France 2 pour venir en parler sur le fond pour la première fois. D'abord, ces réactions recueillies aujourd'hui par Florence Griffon avec nos bureaux de Lyon et de Toulouse. Son foulard, elle vient juste de le remettre, car dans ce lycée de Toulouse, il est toléré dans la cour, mais interdit en classe. Une situation que la loi devait théoriquement clarifier à la rentrée. Mais les enseignants ont eu une mauvaise surprise en découvrant ce texte. Le projet de circulaire censé préciser la loi. On avait espéré quelque chose de simple, de précis, et on se retrouve maintenant dans la situation antérieure où il va falloir continuer de discuter, de négocier. Premier problème, le bandana. La circulaire autorise ce carré de tissu puisqu'il peut être porté seulement par coquetterie. Qu'importe si certaines élèves le détournent à des fins religieuses. Pour les enseignants, cela va donc être encore une fois une question d'interprétation. Un bandana religieux, un bandana traditionnel, un bandana coquet, qu'est-ce que c'est? Où est la différence? Comment on le sait? D'ailleurs, pour les élèves, le bandana doit être autorisé. Ça pose pas de problème si des chrétiens portent le bandana, alors pourquoi si des musulmans portent le bandana, ça poserait problème? Ouais, mais le bandana, c'est pas un signe religieux. Voilà. C'est pas un signe religieux, donc voilà. Deuxième difficulté, le projet de circulaire autorise les tenues traditionnelles. Il va être très difficile, par exemple, de dire à un élève que sa tenue est un signe ostensible religieux, parce qu'on pourrait nous rétorquer que ça répond à une culture vestimentaire. Devant de telles critiques, le ministre a déjà fait savoir qu'il était prêt à revoir sa copie. Alors, précisément, est-ce qu'il s'agit d'un texte définitif ou est-ce que vous consulterez, est-ce que vous changerez ce texte? Il ne s'agit absolument pas d'un texte définitif. J'ai remis à tous les interlocuteurs du ministère un document de travail sur lequel je n'ai aucun amour-propre d'auteur qui doit faire l'objet d'une discussion. Et cette discussion, elle est engagée avec notamment ceux qui vont avoir à l'appliquer, c'est-à-dire avec les personnels de direction des établissements. Vous les recevrez? Je les ai reçus cet après-midi, on a travaillé ensemble, on est d'ailleurs très près, je crois, de trouver la bonne rédaction. C'est pas facile de rédiger un mode d'emploi de la loi, mais il ne faut pas qu'on admette l'idée que tout texte qui sort d'un ministère est un texte définitif. Si on veut qu'il y ait une vraie discussion, il faut qu'on accepte qu'il puisse y avoir des corrections et de mon point de vue, il n'y a pas de difficulté sur ce sujet. Alors sur la philosophie de ce texte, pour qu'on comprenne bien et qu'on essaye d'entrer dans le concret, regardez ce bandana par exemple. Une élève se présente avec
Ce couvre-chef, est-ce qu'il s'agit d'un signe religieux? Est-ce qu'elle peut assister à la classe? D'abord, il faut revenir à l'essentiel. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut protéger la laïcité, parce que la laïcité, c'est la liberté de conscience, et on veut protéger la liberté des femmes, parce qu'il y a, dans cette obligation de porter le voile islamique, il y a quelque chose qui est discriminant, notamment pour les adolescentes. Et donc, c'est le sens de la loi. La loi, elle dit quoi? Elle dit que sont interdits les signes ostensibles religieux. C'est quoi? C'est la kippa, c'est le voile islamique, c'est une croix d'une dimension qui heurte la conscience. Bon. Mais c'est plus compliqué pour des vêtements de ce genre. Mais il faut revenir à des choses très simples. On ne va pas se mettre à réglementer les habitudes vestimentaires des adolescents. Et donc ce qui était porté à l'école avant ce texte et qui n'a aucune signification religieuse ne peut naturellement pas faire l'objet de réglementation. Ce bandana, par exemple. Ce bandana, par exemple, ce qui compte, c'est l'attitude. Si il s'agit de nouer le bandana comme un voile islamique, de le porter tous les jours et de refuser de l'enlever pendant les cours si le professeur le demande, alors on est à l'évidence en présence d'un signe religieux ostensible, et alors on rentre dans une procédure de discussion, puis le cas échéant, si la discussion n'aboutit pas, d'exclusion. Mais alors pour reprendre votre expression, ce qui compte c'est l'attitude. Mais qui va apprécier cette attitude? Il s'agit bien du chef d'établissement, et finalement est-ce qu'on ne revient pas à la case départ, c'est-à-dire le chef d'établissement finalement doit lui-même se débrouiller? Il y aura toujours une marge d'appréciation laissée au chef d'établissement, c'est impossible de faire autrement, aucun texte de loi ne peut éviter cette situation. Mais la situation s'est beaucoup améliorée parce qu'il n'y avait pas de fondement juridique à l'interdiction des signes ostensibles religieux à l'école. Il n'y avait aucun fondement juridique et les chefs d'établissement étaient laissés dans une très grande difficulté. Tous ceux que j'ai rencontrés, notamment leur principal syndicat, sont en plein accord avec les orientations que je viens de donner. Ils considèrent que le texte est mal écrit, qu'il est flou. Eh bien, on va le réécrire de manière à ce qu'il soit plus précis et naturellement en enlevant ou en précisant les aspects qui tiennent aux coutumes et qui sont essentiellement, uniquement destinés à deux territoires qui sont Mayotte et La Réunion. Alors on va écrire que c'est pour Mayotte et pour La Réunion. Alors vous dites plus clair, mais je crois me souvenir que vous étiez favorable à un texte beaucoup plus précis. Est-ce que vous ne souhaitez pas, vous, en tant que citoyen, François Fillon, que tout couvre-chef soit interdit dans la classe? Je souhaite naturellement appliquer la loi et rien que la loi. Mais c'est vrai qu'à titre personnel, je considère que la plus élémentaire des corrections, c'est d'assister au cours sans rien sur la tête. Il ne vous viendrait pas à l'idée, Monsieur Pujadas, de présenter le journal avec une casquette. Je pense que cette notion de politesse, de correction, qui n'a rien à voir avec la question religieuse, c'est ce point de vue qui peut être retenu par les chefs d'établissement dans le règlement intérieur. Mais ça n'est pas ce que la loi prévoit. Merci François Fillon. Juste une dernière question, parce que vous voyez que c'est l'actualité brûlante même, les budgets et les économies, la rigueur, on voit qu'il y a des ministères qui vont être mis à contribution, la recherche ne le sera pas, vous devez vous en réjouir. En revanche, l'enseignement le sera. Comment allez-vous expliquer aux enseignants qui sont déjà assez mobilisés et qu'ils devront faire des économies? Bon, d'abord, il faut naturellement que l'État ne dépense pas plus d'argent qu'il n'aura de recettes en 2004, mais s'agissant de l'éducation, j'ai été rassuré par les propos du ministre du Budget ce matin qui a dit qu'elle serait touchée de manière infinitésimale. Merci. Donc je négocie avec lui sur ce point. Merci d'avoir répondu à nos questions, François Fillon. L'actualité à l'étranger maintenant, et d'abord cette controverse au sein de l'Union européenne à propos de la lutte contre le trafic de drogue. Le magazine Le Point révèle cette semaine que les autorités néerlandaises relâchent les trafiquants lorsqu'ils sont interpellés aux frontières avec moins de 3 kilos de cocaïne. Stupeur en France, Dominique de Villepin juge cette décision inacceptable. Fanny Auvergne, Christian Autain. 100% contrôle. Depuis 6 mois, les policiers et les douaniers d'Amsterdam fouillent systématiquement tous les passagers et leurs bagages en provenance des Antilles néerlandaises et du Suriname. 10 trafiquants par avion en moyenne sont arrêtés sur ces destinations particulièrement sensibles. Certains vols comptent même jusqu'à 50 passeurs, pour la plupart des avaleurs, qui ingurgitent des sachets plastiques remplis de drogue. Les Néerlandais sont satisfaits de leurs nouvelles mesures, mais problème, leurs prisons sont pleines. D'où ces consignes discrètes qui scandalisent le reste de l'Europe. En dessous de 3 kilos de cocaïne, la drogue est saisie, mais le trafiquant est relâché. Je ne vois pas en quoi c'est un problème pour la France. Nous confisquons la drogue, elle ne passe pas la frontière. C'est une dépénalisation cachée. À partir du moment où on dit en dessous de 3 kilos, les gens ne risquent rien, on dépénalise le trafic.
Depuis plusieurs semaines, les Français mais aussi les Allemands protestent auprès de La Haye. Les Néerlandais, disent-ils, font cavalier seul. Nous ne pouvons pas, nous, accepter dans un territoire européen qui est un territoire commun et où la liberté de passage sur les frontières est évidemment celle que vous connaissez. Donc, il faut agir et c'est bien évidemment ce que nous allons faire en saisissant les Néerlandais. Car sur les 60 tonnes de cocaïne qui arrivent aux Pays-Bas, 52 repartent aussitôt dans le reste de l'Europe. Depuis 20 ans, la France juge que les Pays-Bas sont trop laxistes en matière de stupéfiants. Le désaccord entre les deux pays est loin d'être levé. À l'étranger encore, je vous le disais, l'attentat perpétré hier en Arabie Saoudite a été revendiqué par un groupe lié à Al-Qaïda. Le dernier bilan fait état de 4 morts. Le Royaume craint de plus en plus une tentative de déstabilisation. Ce ne sont plus les étrangers qui sont visés, mais ses propres institutions. Claude Sampère. Une voiture piégée bourrée d'explosifs. Depuis hier, l'Arabie Saoudite était persuadée que cette attaque contre un bâtiment des forces de sécurité était l'œuvre du réseau islamiste d'Al-Qaïda. Cet après-midi, c'est effectivement un petit mouvement saoudien, les brigades Al-Haramain, proche d'Oussama Ben Laden, qui a revendiqué cet attentat. Depuis plus d'1 an, le royaume saoudien, proche allié des États-Unis et premier exportateur mondial de pétrole, est en guerre ouverte contre la mouvance d'Oussama Ben Laden qui appelle à libérer les lieux saints. Régulièrement, des affrontements armés opposent les forces de l'ordre à des militants islamistes. La semaine dernière, la police en quelques jours a réussi à saisir 5 voitures bourrées d'explosifs prêtes à l'emploi avec des dispositifs de mise à feu perfectionnés. En mai et novembre 2003, l'Arabie Saoudite avait déjà été frappée par Al-Qaïda. 2 attentats contre des complexes résidentiels abritant des étrangers. 52 morts, dont 9 Américains et des dizaines de blessés. Depuis, la sécurité a considérablement été renforcée en ville. Barrages, dispositifs anti-attentats et présence militaire importante. Ces dernières années, plus de 300 fondamentalistes ont été arrêtés. Mais visiblement, dans ce pays d'où est originaire Ben Laden, les réseaux d'Al-Qaïda sont toujours là, prêts à frapper à tout moment. Le Proche-Orient, nouveaux incidents à Gaza, près de Beit Yahya, où les incidents se multiplient depuis plusieurs jours. 2 fillettes palestiniennes ont été tuées aujourd'hui encore par l'armée israélienne, l'une par balle et l'autre suite à l'inhalation de gaz lacrymogène. Colère, bien entendu, côté palestinien, mais les autorités israéliennes affirment que les enfants ou les jeunes adolescents sont de plus en plus souvent mis en avant par les combattants face aux soldats israéliens. Reportage Charles Anderlin à Bouarek. Ce genre de scène se répète régulièrement les jours où l'armée israélienne effectue des incursions dans la pelouse. À ce jeu dangereux, des enfants ont perdu la vie. Hier, un calme précaire régnait dans la ville et les gosses s'adonnaient à leur passe-temps favori. Échanger des photos pour remplir cet album, l'album de l'Intifada. Ici, il me manque la photo d'un Palestinien tabassé par les Israéliens. C'est un imprimeur qui a eu l'idée de commercialiser ainsi l'Intifada à des dizaines de milliers d'exemplaires. Les photos de la souffrance palestinienne sont dans cette boîte qui représente un char israélien. Il y a 60 enveloppes contenant chacune 4 photos. Par exemple, voici un soldat israélien tirant du gaz lacrymogène sur des Palestiniens. Ça, ce sont des obsèques d'un enfant palestinien. Et là, un père qui embrasse son fils, un shahid. Des psychologues et des enseignants palestiniens s'inquiètent de l'effet que peuvent avoir de telles images sur des enfants qui subissent déjà le stress de l'occupation. Ce genre de photos auront une influence négative car des enfants souffrent de dépression et d'angoisse pour avoir assisté à des scènes particulièrement sanglantes. Je condamne ces jeux qui risquent de pousser des enfants à des actes dangereux. En d'autres termes, les pousser à devenir des bombes humaines. Nous avons posé la question à ces 3 gosses rencontrés par hasard. Voulez-vous devenir des martyrs? Oui, répond le gamin à la veste rouge et son copain en bleu marine. Mais celui du milieu explique qu'il voudrait être un martyr, mais sans mourir. Face à l'intifada et sa répression de plus en plus dure par l'armée israélienne, toute une génération de jeunes Palestiniens grandit dans la violence et l'apologie du martyr.
Et à propos du Proche-Orient, à suivre ce soir un document dans Envoyé spécial, le portrait de 2 ambulanciers, un Israélien, un Palestinien, un reportage signé Vincent Nguyen, à découvrir à partir de 20h55, Envoyé spécial avec Guylaine Chenu ce soir. En Irak, 3 otages ont été libérés aujourd'hui, 2 ressortissants suisses qui ont été retenus pendant 48 heures. Leurs ravisseurs n'ont pas été identifiés. Et puis un arabe israélien enlevé le 8 avril a également été relâché. Tous sont en bonne santé. L'Europe a moins de 10 jours maintenant du plus grand élargissement de son histoire. Hier, on évoquait la République tchèque. Et bien ce soir, nous nous arrêtons en Slovaquie. Un pays grand comme le Danemark, peuplé de 5 400 000 habitants, l'un des plus pauvres de l'Union et qui n'a commencé que très récemment à attirer les entreprises étrangères. Exemple, Peugeot Citroën qui va s'installer à Trnava. Du coup, là-bas, tout le monde s'est découvert une passion pour le français. François Baudonnet, José Boulestec sur place. Depuis toujours, la ville de Trnava était connue pour ses nombreux clochers, pour son centre historique et pour sa tranquillité. Mais depuis un an, en slovaque, Trnava rime avec PSA. Le constructeur français y implante une usine ultra moderne sur 190 hectares et le chantier n'en est qu'à ses débuts. Il faut quand même imaginer que sur ce site, dans 2 ans et demi, il y aura 3500 personnes qui vont fabriquer 300 000 voitures par an. Du coup, au lycée technique de Trnava, la traditionnelle Skoda vit ses dernières heures, bientôt remplacée par une voiture française. Et depuis septembre, les cours de français, ça veut dire quelque chose absents depuis 4 ans, ont repris. Bon, bien sûr, les élèves ne savent encore que peu de choses de la France. La Tour Eiffel. La pyramide de Louvre. Mais pour leur jeune professeur, l'événement est de taille. Je peux motiver les élèves, moi. Et puis, peut-être moi personnellement, je peux trouver un travail à Peugeot. Travailler chez Peugeot, c'est paraît-il le nouveau rêve de beaucoup d'habitants de la ville. C'est en tout cas celui de Viera, 33 ans, et mère de 3 enfants. J'ai une forte formation. J'ai appris la langue française depuis longtemps. Maintenant, je parle assez bien l'anglais, donc j'espère bien. Derrière cet espoir, il y a bien sûr celui d'un meilleur salaire. Ici, les entreprises étrangères sont réputées payer 50% de plus que les firmes slovaques. Avec l'entrée dans l'Europe, les prix vont augmenter et le niveau de vie va augmenter aussi. Donc, ce sera pour nous très important de gagner un peu d'argent de plus. L'installation de PSA ici à Trnava pourrait attirer 20 000 habitants supplémentaires, soit un tiers de population en plus. Mais cette belle médaille a aussi son revers. Les prix de l'immobilier viennent de bondir de 25%. Retour en France avec la polémique sur le guide Michelin. Un ancien inspecteur licencié estime que l'attribution des fameuses étoiles n'a rien de rigoureux. Les testeurs, entre guillemets, sont trop peu nombreux, dit-il. Les auteurs ont répliqué aujourd'hui par campagne de publicité interposée. Céline Crespi, Bernard Puissesseau. Face à l'institution, au gros livre rouge, à la Bible des restaurateurs, voici le défi. L'inspecteur se met à table, un livre d'un ancien collaborateur de chez Michelin. Pascal Remy écrit « Il y a des tables intouchables et plus d'un tiers des établissements 3 étoiles ne sont pas au niveau attendu. Selon lui, les restaurants sont visités tous les 3-4 ans en moyenne par les inspecteurs. Pour lui, c'est une évidence, ils ne sont pas assez nombreux. » De réellement sur le terrain à faire des visites et à faire des choses, en France, il y avait 5 personnes au bureau, à Paris-Breteuil, il y avait 5 inspecteurs. Faux, rétorque le directeur du guide. 21 inspecteurs sillonneraient en fait la France. Le nombre de 3 étoiles serait justifié et les restaurants seraient eux visités tous les 18 mois. Pour contre-attaquer, Bibendum s'est même offert une page dans Libération aujourd'hui. Pour le directeur du guide, c'est un conflit de personnes. Pascal Remy aurait exercé une forme de chantage à la publication. On ne peut pas accepter ce type de pression. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il vous a fait comme pression? La pression de quelqu'un qui dit j'ai un manuscrit et ça a une certaine valeur, donc qu'est-ce que vous allez faire? Et qu'est-ce que vous lui avez répondu? On a dit non. Et pour ça, on a licencié, c'était faute grave. Cette cuisine interne se termine en conflit du travail. Pascal Remy traîne Michelin devant les prud'hommes.
La fermeture demain de la dernière mine de charbon française en activité, nous l'évoquions hier, il s'agit du site de Creuswald en Moselle. La nostalgie béate serait déplacée car le travail de mineur restera comme l'un des plus pénibles, mais il y a un vrai pincement au cœur et le désir de garder des traces de cette aventure industrielle. Exemple dans le Nord, reportage Daniel Wolfram, Frédéric Faure. Tout reste en place, mais rien n'est plus là. La mine, fermée depuis 30 ans, a fait place au centre historique minier. 130 000 visiteurs par an. Eux, ce sont les guides, tous les 3 anciens mineurs et tous les 3 un même destin commencé après l'école, à trier le charbon avec les femmes. C'était des gamins, on les appelait les galibots. À 14 ans, on se retrouvait au triage et on descendait vers 14h30 ou 15 ans. Déjà, notre nez dans la poussière, en fait. C'était la grande époque des houillères, dans le Nord-Pas-de-Calais. 100 000 mineurs descendaient ainsi chaque jour au fond. Aujourd'hui, le fond est reconstitué en surface, l'ascenseur est fictif et les sensations plus tout à fait les mêmes. T'as toute la poussière, l'eau, le graisse, tout ce qui voyage à la terre. Tu arrives lundi avec des bleus propres, tu arrives au fond, tu tires ça là. Voilà. Jusqu'aux années 60, il y a eu des chevaux au fond environ. Et si on regarde bien aux écuries, je crois que le dernier est remonté en 76. Hein, alors le responsable qui va l'emmener avec des berlines vides vers les fronts, hein, le meneur de cheval en français, nous on l'appelle les cheminots de Kévo. Et quand on a passé 30 ans au fond, reprendre les gestes d'hier, ce n'est pas si facile. Cela rappelle la dureté de la tâche. Si ça savait refaire, je ne dirais pas que je le referais, certainement pas. Pourquoi? Ah, parce qu'on était quand même, nous, à la fin, dans des chantiers, on était pratiquement à la limite des possibilités humaines. Hein, lorsque vous êtes à moins 1000, moins 1100, il fait quand même 35 degrés, il ne faut pas l'oublier, avec un taux d'humidité à 100%. Donc vous êtes toujours dans un climat asiatique. Retraite oblige, cette mine fictive reconstituée pour les touristes, ils vont la quitter bientôt, elle aussi. Remplacée par de jeunes guides, on n'entendra plus alors sous ces voûtes résonner leurs précieux témoignages. Une autre aventure industrielle maintenant, direction Millau, dans l'Aveyron, où la construction du plus haut viaduc du monde est en train de s'achever. Les travaux ont été plus rapides que prévu, un ouvrage magistral qui attire d'ailleurs beaucoup de touristes. Hélène Vergne, Françoise Mazou sur place. Face à face, les 2 tronçons du tablier métallique progressent dans le vide. À peine 500 mètres les séparent aujourd'hui sur les 2400 du parcours prévu. Si prouesse il y a dans cette construction, c'est en termes de gigantisme. On est dans des dimensions kilométriques, mais la précision de l'ouvrage est de l'ordre du centimètre. Car c'est l'outil informatique qui dicte l'avancée des travaux, ou encore son interruption. C'est l'évolution de la technique, les outils de calcul actuels, les moyens matériels font qu'il y a par exemple une vingtaine d'années, on n'aurait vraisemblablement pas pu calculer avec autant de précision l'ouvrage. Mais la prouesse technologique n'est rien sans les matières premières. Un par un dans les rues de Montpellier, les derniers tronçons des pylônes sont acheminés vers le chantier. 2 fois 75 tonnes à manœuvrer avec précaution. Vas-y, le portail est passé, continue. C'est ici que l'ouvrage prend forme, loin des regards des curieux. Pour assembler toutes ces pièces, plus de 600 ouvriers se seront succédés. Ouais, dans sa vie, on en prend qu'un, c'est comme ça, hein, je pense. Moi, je sais bien que sur les 30 ans de chez la Maison Eiffel, c'est le plus grand chantier, et le plus beau. Et cet ouvrage quasiment achevé provoque toujours autant l'admiration des visiteurs. C'est léger comme tout, et peut-être il doit être assez fort, mais c'est drôlement léger comme ligne. Et c'est grandiose, quoi. Grandiose, majestueux, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Voilà. Le viaduc devrait être inauguré le 17 décembre. Il en coûtera 5 € aux automobilistes pour franchir le plus haut pont du monde. Les sciences, avec, je vous le disais, cette nouvelle révolution dans la biologie, elle pourrait tout simplement annoncer un monde sans mâle, sans homme, sans masculin. Des chercheurs ont obtenu la naissance d'une souris issue de 2 femelles, sans l'aide de spermatozoïdes et sans clonage. Explication Frédéric Montet et Guillaume Michel. Cette simple souris de laboratoire est en train de changer tout ce qu'on connaissait sur la reproduction des mammifères. Car la petite Kaguya est née sans père grâce à 2 mères. Dans ce laboratoire japonais, les chercheurs ont prélevé 2 ovules sur 2 souris femelles différentes. Pour faciliter la fécondation, un de ces ovules a été modifié génétiquement. Et des stimulations chimiques ont permis de donner naissance à la petite Kaguya, un animal bien différent de ses 2 mères.
Nous avons créé la souris à travers un procédé qui n'est pas aussi simple que celui du clonage. Il y avait beaucoup de paramètres compliqués qui ne peuvent pas s'appliquer aux humains. Il n'empêche, l'idée d'une reproduction asexuée, sans mâle, a vite fait le tour du monde. Aux États-Unis, les extrapolations vont bon train. Ça va faire peur aux hommes. Ah oui, ça va les effrayer. Nous pouvons imaginer un futur où un couple de lesbiennes pourrait enfanter seul, sans l'intervention génétique d'un homme. Pour l'instant, les femmes devront encore composer avec les hommes, car la parthénogénèse est loin d'être fiable. 0,6% de réussite seulement, contre 5% pour le clonage et 20% pour la bonne vieille méthode naturelle. Un répit donc. Santé, c'est le début demain du SIDAction. Les grandes chaînes de télévision vont se relayer tout le week-end pour parler de la maladie au moment où le virus ne recule plus et où, semble-t-il, les mentalités n'évoluent plus non plus. Dans les entreprises, par exemple, les séropositifs sont toujours tenus à distance. Nathalie Sapena, Jean-François Monnier. Excusez-moi, je suis un peu en retard. La publicité est cocasse, mais la réalité l'est moins. Et bien sûr, pas de préservatif. 3 ans après la diffusion de cette campagne, les séropositifs se cachent toujours dans les entreprises. Comme Julien, il a 50 ans et travaille depuis 5 ans en Bretagne. Sa séropositivité, il ne l'a révélée ni à son patron, ni à ses collègues. Dans les grandes villes, c'est possible de dire certaines choses, mais dans les petites villes, c'est encore très très difficile. Ah, mes collègues, quand je les entends déjà parler de plein de choses, déjà, ça nous donne une idée de ce qu'ils pourraient penser de cette maladie. Quand on a le sida, c'est pire que la lèpre. Un secret pesant qui contraint Julien à toujours faire attention et à prendre ses 30 médicaments quotidiens en cachette. Ces locaux désertés sont ceux d'une association qui a aidé 200 séropositifs de Rennes à retrouver un emploi. Son directeur a dû la fermer le mois dernier, faute de crédit. Alors que ce sont toujours les mêmes questions qui bloquent l'insertion des séropositifs. Est-ce qu'on peut utiliser les mêmes toilettes? Est-ce qu'on peut boire le café sur la même tasse? Est-ce qu'on peut faire la bise le matin quand les gens arrivent? On le sait pourtant depuis longtemps, le sida ne se transmet pas par ces gestes de la vie courante. Mais aujourd'hui, un séropositif sur 2 est au chômage. Sport football avec une image de l'autre demi-finale allée de la Ligue des Champions. Match nul entre Porto et La Corogne au Portugal. Ici, l'une des rares occasions du match au bénéfice de Porto. Et puis inquiétude ce soir pour Diego Maradona. Ses médecins indiquent qu'ils envisagent l'arrêt de l'assistance respiratoire. Musique pour terminer, le Printemps de Bourges a débuté il y a 2 jours. Ce soir, sur scène, Lassa. Un seul album a suffi à construire sa réputation. Voici le deuxième, il sera présenté tout à l'heure. Des chansons en français, en anglais et en espagnol. Christophe Hérault, Laurent Siron sur place. Voici Lassa. Son prénom, c'est la capitale du Tibet. Son père, un écrivain mexicain. Sa mère, une artiste américaine. Son enfance, un bus, 3 sœurs, la route, comme autant des hippies. Et l'autoradio branchée sur Otis Redding ou Bob Dylan. Lassa a 6 ans. Chaque soir, à l'étape, elle anime la veillée. Petit spectacle familial enregistré par maman. C'était comme des espèces de comédie musicale mélangée avec des contes de fées. Des images, pleines d'images très étranges, tout ça. Quand vous les réécoutez, c'était comment? C'est très drôle, j'ai l'impression de me reconnaître complètement. Et je me dis, au fait, j'ai pas changé du tout, je fais exactement la même chose maintenant. Un jour, à 12 ans, Lassa écoute Billie Holiday. Elle décide d'être chanteuse. Et sur scène, c'est cette voix rauque entre cris et caresses qui en sorcelle. Moi, je me sens un peu en transe des fois quand je fais des spectacles. Je me sens un peu hypnotisée par cette ambiance-là et par la musique. Il est 2 h du matin et dans le bus qui l'amène en tournée, on comprend que Lassa chante le récit de ces voyageurs qui franchissent avec allégresse les frontières.
Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, question ouverte. Alain Duhamel reçoit Ségolène Royal. La météo, Patrice Drevet, point route, Julien Pascal, 20h55, envoyé spécial avec notamment un reportage.